Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse à celles et ceux qui sont en retour de burn-out, post-burn-out. Ils l'ont terminé, long parcours du combattant. Comment les accompagner, comment les coacher? On en parle dans quelques instants avec Daniela Stola, les coachs certifiés ICF. Elle va tout nous expliquer, elle est notre invitée. Le cercle RH, pour parler des enjeux de l'alternance, mais l'alternance qui ne se porte pas bien, avec un coup de rabot, on y reviendra du gouvernement, on en parlera avec Thibaut de Saint-Paul, il est délégué interministériel à la jeunesse, et puis nous serons avec Loïc Charbonnier, le PDG de AFTAL, un lien d'ailleurs avec Walt, on fera le point avec lui justement sur les entreprises de transport, un secteur sous tension justement, et qui recherche des collaborateurs. Et on terminera notre émission avec le livre de Smart Job, En équilibre. C'est un très joli titre. L'autrice Sandra Le Guyadère Filleudot, fondatrice de Conscious Culture, viendra nous parler de son livre, de son dernier livre sorti chez Vuibert. Ça veut dire quoi, être en équilibre? On lui posera la question. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du coaching, des coachs, mais d'un coaching particulier, le coaching qui accompagne les personnes qui sortent d'un burn-out. C'est souvent très compliqué de revenir au travail, de reprendre une activité, et on en parle avec Daniela Stola. Bonjour Daniela. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, coach certifié ICF, coprésidente de Antenne Nouvelle-Aquitaine, et vous êtes à la tête de cette fédération internationale coaching, fédération, en tout cas membre de ICF. D'abord un mot, pourquoi vouloir parler de ce sujet? Parce que c'est presque un sujet tabou. Les personnes qui ont eu un burn-out, d'abord ont mis un temps fou à sortir médicalement du processus. C'est toujours compliqué de parler de ce sujet, non? Oui, effectivement, et en même temps, c'est en train de se libérer. Et pourquoi ça me touche personnellement? Parce que ça fait partie de mon parcours, même si je me considère comme une échappée belle, parce que je ne suis pas allée jusqu'à l'effondrement. Et c'est d'autant plus important pour moi aujourd'hui d'agir et contribuer à en avoir de plus en plus d'échappées belles et de contribuer à des relations de travail plus saines et simples. Ça veut dire que dans votre travail de coach, et le fait que vous soyez devenu coach était peut-être aussi une manière de soigner peut-être ceux qui ont traversé la même épreuve que vous? Pas forcément de soigner, mais j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui faisait humainement que moi j'étais passée par là, et qu'est-ce qui se passe du coup dans la relation au travail, dans la relation à soi, pour qu'on puisse arriver jusqu'au burn-out. C'est-à-dire que vous l'avez échappé belle, ça veut dire que je mets une image, mais vous avez retiré la prise juste avant? Oui, exactement. C'est exactement ça, oui. Et à ce moment-là, comme tous ceux qui traversent une épreuve aussi douloureuse, qui est l'épreuve du monde du travail qui vous brise, on se pose 1000 questions. À quel moment vous dites, je vais moi-même aussi devenir coach, je vais moi-même accompagner, je vais moi-même essayer de tendre la main à ceux qui en sortent? À quel moment ça s'est passé, ce processus-là? Moi, c'était un long processus, parce que dans ce processus du burn-out, on passe par des phases de perte de confiance et de ne pas savoir ce qu'on souhaite faire par la suite. Je me suis laissé du temps, en fait. Je me suis laissé du temps. Et dans mon histoire, j'ai rencontré des coachs et des coachs et des coachs. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est quelque chose que tu as toujours fait sans le savoir. Donc, cet accompagnement... Vous l'aviez en vous? Voilà, je l'avais en moi. Et voilà, j'avais besoin aussi de comprendre, comme je disais tout à l'heure, et après c'est devenu une évidence. Daniela, vous nous dites quand même aussi à travers ça qu'il est important, parce que c'est en ce sens-là que le sujet est nouveau, que le coach puisse intervenir au bon moment, et qu'un Exactement. coach intervienne. Double question, à quel moment et à quel moment le coach peut-il intervenir? À quel moment on considère que c'est la bonne fenêtre de tir? Oui, tout à fait. C'est soit en burn-in, donc avant la grande phase avant que l'effondrement se passe. Compliqué là. Voilà, c'est très, très compliqué. Il faut vraiment que ça soit au juste moment où la personne, elle a encore ses capacités à dire, tiens, je pose des limites, non, je me retire. Donc ça, c'est très Échappée juste, belle. échapper belle. Ou une fois la phase de rémission terminée, donc bien souvent les personnes qui sont vraiment effondrées, ça peut durer 1 an, 2 ans, des mois. C'est variable.
c'est variable. Mais vous dites quand même la théorie du cadeau mal emballé que je trouve très belle. Vous parlez de post-burnout, l'accompagnement du coach, c'est pas pour faire revenir forcément la personne à la normale, Ah au non. point zéro Non. du moment où elle était bien. Mm. Vous dites, en fait, il s'est passé tellement de choses à l'intérieur de soi, quoi. C'est un réalignement, on se réinvente, on réécrit une autre histoire. C'est quoi l'après-burnout finalement? Oui, l'après-burnout, c'est exactement ça. C'est se réinventer, se poser les questions. Qu'est-ce que je veux en fait, moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont mes besoins, moi? Et de réinventer sa carrière, sa vision du travail et d'ouvrir finalement des possibilités auxquelles on n'a peut-être même pas pensé avant parce qu'on a bien tracé une carrière, des études. Encore une fois, je pense que la force aussi de votre coaching, c'est de pouvoir raconter votre propre histoire. Bien sûr. Forcément, puisque ça a été votre histoire. Est-ce que vous aviez imaginé un jour devenir coach il y a 20 ans? Non, absolument pas. J'ai toujours été attirée par l'accompagnement, la formation, et dans mon approche, je suis plutôt à laisser venir la solution chez l'autre. Bon, il y a 5 ans, 6 ans, non, je ne pensais pas du tout devenir coach. Et là, aujourd'hui, est-ce que ça donne du sens, puisqu'on parlait d'alignement? Est-ce que vous avez trouvé du sens à votre vie dans cette fonction de coach qui accompagne justement en post-burnout? Oui, absolument. C'est pour moi un moyen de contribuer justement à un monde du travail plus sain et simple. Vraiment contribuer à créer des relations qui sont plus humaines, de créer aussi des relations de travail qui prennent plus en compte l'individu et le collectif en fait, de grandir ensemble. Donc oui, pour moi, ça a un grand sens. Oui. Merci Daniela Stola d'être venue nous rendre visite, nous faire partager aussi votre parcours et qu'aujourd'hui, bien vous avez nourri à travers ces douloureuses expériences de votre métier de coach, coach certifié ICF et coprésidente d'Antenne Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à très très bientôt. On tourne une page et on s'intéresse à notre sujet du moment, l'alternance, qui est un sujet à la fois essentiel, un vrai tremplin vers l'emploi, et un sujet aujourd'hui, l'alternance, qui est impacté par des coupes budgétaires et des difficultés évidemment de trésorerie de l'État. Qu'en est-il exactement de l'alternance? On en parle avec mes invités. Le cercle RH, notre débat pour évoquer, pour parler et faire peut-être une photographie de l'alternance. Alors c'était le tremplin vers l'emploi, évidemment les jeunes plébiscitent ce modèle de la formation, mais aussi de plein pied en entreprise. Les choses sont un peu plus compliquées, avec évidemment nos déficits, avec un petit coup de rabot qui pose aujourd'hui quelques questions et on va les poser à mes invités. Thibaut de Saint-Paul, ravi de vous accueillir. Bonjour. Très heureux, vous êtes nouveau depuis novembre. Le nouveau délégué interministériel à la jeunesse. Tout à fait. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Et avec nous, Loïc Charbonnier. Bonjour Loïc, PDG de Aftral, qui est un organisme de formation formé au métier du transport et de la logistique, donc avec des filières de formation, des programmes de formation. Et l'alternance est un sujet que vous plébiscitez. On va d'ailleurs découvrir, c'est assez original d'ailleurs, le guide du routard de l'alternant. Guide du routard, qui permet quoi, Loïc? Un guide du routard qui permet d'avoir les bonnes adresses, la bonne pratique, à frapper aux bonnes portes pour accéder, Voilà, c'est ça le sujet? Et avec la dimension régionale, c'est-à-dire qu'on va descendre vraiment sur l'offre de formation en région, parce qu'aujourd'hui, la mobilité des jeunes, vous le savez, c'est un sujet. Donc là, voilà, ils peuvent déjà aller chercher dans le secteur de France qui les intéresse. Et là, ils vont voir un peu les différentes filières sur tous les métiers, avec quelques acronymes et quelques logotypes du guide du routard. Par exemple, est-ce que c'est des formations aussi qui sont accessibles pour des personnes en situation de handicap, des éléments sur la qualité des formations, etc. Donc, c'est vraiment un guide dans l'esprit du guide du routard. Aftral qui appartient au réseau Walt, et Walt a porté notamment, et on va en parler avec vous Thibaut, ce guide du routard. Quand même, vous incarnez l'interministériel, donc il y a quand même cette consonance politique d'engagement. On voit quand même que dans sa dernière note de conjoncture publiée en juin et septembre 2025, donc c'est tout récent, l'INSEE met en évidence un net recul de l'alternance après des années de progression et de succès. Vous confirmez que globalement, aujourd'hui, vu l'état de nos finances, on ne peut plus proposer le même volume et les mêmes aides aux entreprises qu'on a pu les proposer il y a quelques années encore? Alors on est dans
dans un climat économique qui est compliqué, qui touche tous les secteurs et entre guillemets tous les âges, mais les jeunes sont généralement les premiers à souffrir ce type de situation. C'est pour ça qu'il faut être particulièrement attentif et qu'en interministériel, on travaille étroitement à l'emploi des jeunes. L'alternance, c'est une solution qui a fait ses preuves, sous réserve d'accompagner bien les jeunes, et c'est pour ça que le guide du routard dont on parlait à l'instant est vraiment une initiative intéressante, parce que c'est donner les clés à tous les jeunes, et en particulier ceux qui sont les plus éloignés, et c'est ce qui nous intéresse pour justement réussir leur alternance ou trouver effectivement le bon cadre pour l'alternance. Comme vous le signalez, en fait, ce qu'on observe actuellement, c'est effectivement des difficultés un peu plus fortes pour les jeunes à trouver des alternances, notamment du côté des entreprises, d'où l'importance d'actions qu'on soutient et que vous avez évoquées à l'instant, d'associations comme WALT, qui vont accompagner sur la durée des jeunes qui veulent aller vers l'apprentissage, c'est-à-dire les accompagner même avant, en leur expliquant ce qu'est l'apprentissage, et puis notamment, on pourra en reparler au travers du mentorat, au travers d'un accompagnement sur plusieurs mois, faire que l'apprentissage se passe bien et que le jeune n'abandonne pas en cours de route. D'accord, là on est du côté du jeune. Moi j'évoquais quand même les blocages, je dirais, politiques. Alors on voit bien qu'il y a un double effet, il y a à la fois le coup de rabot budgétaire, il a eu lieu. Et d'ailleurs, Walt s'en était plaint, en évoquant évidemment des difficultés. Et puis une tendance économique qui n'est pas favorable, évidemment, parce que les entreprises commencent à freiner. Qu'est-ce que vous dites chez Walt ? Il fallait le faire, ce coup de rabot, parce qu'on se souvient d'Ivinekind sur ce plateau, qui était un peu en colère et qui disait, attendez, on ne va pas y arriver, ça va être compliqué. Je crois que oui, il y a eu des mesures qui ont été prises. Je pense que ça reste des mesures qui déstabilisent pas le système. En tout cas, la réforme de 2018, qui a été une réforme majeure pour les jeunes, puisque aujourd'hui, ça a permis d'atteindre le 1 million d'apprentis en France. Alors aujourd'hui, on est en recul, mais clairement, en tout cas, cette réforme, elle a fait passer un cap mental, je dirais, auprès des entreprises comme auprès des jeunes et des familles, sur la perception de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous on le voit, puisqu'on est au contact des jeunes toute l'année, aujourd'hui, ils plébiscitent l'apprentissage. Et aujourd'hui, même s'ils ne trouvent pas de formation en apprentissage, ils n'iront pas se former. Donc, ils renonceront à progresser, à évoluer. Mais on voit bien que le goulet s'est resserré, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de jeunes qui plébiscitent l'apprentissage, et je pense que vous y avez tous contribué. Et il y a une réalité, c'est qu'il y a moins de jeunes qui accèdent à l'apprentissage. Est-ce que ça, vous le confirmez ? Alors, il y a moins de jeunes qui accèdent parce qu'il y a aussi moins d'offres d'entreprises. Il y a moins d'offres d'entreprises parce qu'effectivement, le système de l'apprentissage est quand même moins favorable pour les entreprises aujourd'hui. Et puis également, les entreprises, elles ont quand même aussi un carnet de commandes qui est moins fourni qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc, ça influe aussi sur la demande. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt plus de jeunes qui sont en recherche de formation d'apprentissage que d'entreprises en mesure de proposer ces contrats. Thibaut de Saint-Paul, juste quand même, est-ce qu'il y a eu un effet d'aubaine, parce que ce sujet avait été soulevé quand même assez rapidement sur l'idée que certaines entreprises auraient pu tout à fait embaucher ces jeunes collaborateurs sans passer par l'alternance, sans avoir forcément besoin d'aide. Il y a eu un effet d'aubaine. On dit quoi ? Il y a un recentrage, il y a un rééquilibrage. Comment on pourrait définir, au-delà des enjeux budgétaires, est-ce qu'on est en train de mieux cibler l'apprentissage et ses besoins ? Alors, notre conviction, déjà, c'est de le redire et de le réaffirmer. L'apprentissage, c'est une solution qui marche et qui a permis à de nombreux jeunes de s'insérer, de trouver un métier, une voie professionnelle qui correspondait à leurs attentes. Et tout ça dans un cadre qui leur correspondait mieux, qui leur permettait de répondre aux besoins de logement, financiers, pour pouvoir poursuivre ses études. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Dans l'ensemble de nos politiques aujourd'hui, effectivement, il y a néanmoins un recentrage. Notre volonté, elle est de mettre l'accent sur l'ensemble des jeunes qui en ont le plus besoin et qui peuvent en tirer le plus grand bénéfice. J'évoquais tout à l'heure le mentorat qu'on lit beaucoup à ces politiques d'apprentissage. Comment est-ce qu'on accompagne les jeunes et comment est-ce qu'on donne un réseau à ces jeunes qui n'en ont pas ? Et c'est aussi un des enjeux de l'apprentissage. Et effectivement, on met beaucoup d'argent au ministère de la Jeunesse. C'est une 30aine de millions d'euros pour l'ensemble des associations qui font du mentorat. Alors, pas que dans l'apprentissage, la manière dont on accompagne des jeunes qui sont dans les territoires ruraux, qui sont à l'aide sociale à l'enfance, mais l'apprentissage en fait partie et une des solutions. Et on a mis un axe très fort sur le fait d'aller chercher
les jeunes qui peut-être s'auto-censuraient plus facilement et qui Oui, peuvent bien sûr. bénéficier plus de cette solution. Quand même, revenons à Aftral, parce que vous êtes un grand pôle de formation depuis 60 ans, donc vous avez quand même une visibilité, un historique. On sait que dans le problème de la logistique, dans le secteur de la logistique et du transport, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a des difficultés de recrutement dans vos secteurs. Est-ce que l'alternance est un levier utile, et est-ce que pour le coup, les entreprises qui nous regardent de votre réseau sont demandeuses d'alternance? Oui, aujourd'hui, l'alternance, c'est devenu une façon de recruter les jeunes, C'est ça. clairement. Et je disais tout à l'heure que l'esprit a changé pour les jeunes, mais l'esprit a aussi changé pour les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui, avant, ne prenaient pas d'apprentis. Aujourd'hui, toutes les entreprises prennent des apprentis, et parfois en nombre important. Et c'est devenu finalement une façon de recruter des jeunes, parce que pendant cette période d'alternance, l'entreprise, elle peut aussi voir un peu les capacités du jeune. Et c'est une forme de test, on l'observe. Voir son comportement professionnel, et ensuite la recruter avec des recrutements qui sont sécures et qui s'inscrivent dans la durée. Et une période de transmission et d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est aussi ce temps qu'on va donner aux jeunes pour monter en compétences, pour gagner, pour se familiariser, pour apprendre aussi les codes qui peuvent lui manquer en termes de comportement, par exemple. Donc c'est aussi une vraie chance. Exactement. Donc c'est aussi une vraie chance pour amener le jeune à une employabilité qu'il n'avait pas au départ. Oui. On a entendu Walt et votre réseau qui dit on accélère sur l'alternance, c'est le guide du routard. On a des entreprises, vous nous dites, qui sont prêtes à ouvrir grand leurs portes. Donc chez vous, il n'y a pas de problème. Le transport reste ouvert malgré le coup de rabot budgétaire. Les portes des entreprises du transport sont ouvertes à l'alternance. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, c'est aussi le carnet de commandes qui va guider aussi la demande de jeunes en Donc apprentissage. le deuxième effet. Voilà, aujourd'hui, on a plutôt plus de jeunes qui sont en recherche de contrats. Que d'entreprises qui ouvrent la porte. D'entreprises qui sont à mesure de les accueillir. Quand même, ce chiffre toujours tiré de cette note de conjoncture, près de 90 000 emplois supplémentaires pourraient disparaître, nous dit cette note, d'ici la fin de l'année, parmi lesquels une large part d'alternants, et qui pourraient de nouveau faire monter le chômage. Alors, vous n'êtes pas responsable du coup de rabot budgétaire, ou alors vous étiez à Bercy il y a quelques mois encore, mais on voit bien quand même que ces enjeux sont des enjeux extrêmement préjudiciables. Vous qui portez la jeunesse, pour permettre à cette jeunesse de trouver une place dans notre société. Enfin, je veux dire, c'est un sujet sérieux quand même. Ah, on en est évidemment qui est absolument majeur. Et comme je le disais tout à l'heure, les jeunes sont souvent les premières victimes quand la conjoncture économique bouge. Donc, avec une attention particulière qui doit leur être portée. Et c'est ce qu'on défend, et c'est ce que je défends en tant que délégué interministériel à la jeunesse, c'est que systématiquement, on pense aux jeunes et que effectivement des efforts particuliers soient mis de ce point de vue. Et donc, ce qui a été annoncé ces derniers mois, c'est un plan interministériel pour l'emploi des jeunes, dans lequel on retrouve le ministère de l'Emploi et toutes ces administrations qui sont en ordre de marche, quelles que soient les tutelles politiques, la jeunesse qui y est associée, l'éducation nationale aussi, et comment est-ce qu'on travaille en commun pour justement ouvrir les horizons de nos jeunes et leur malgré ce contexte, faire en sorte qu'ils puissent trouver les opportunités. Et c'est pour ça que ce que fait Walt, ce guide du routard, ce sont des exemples parmi d'autres de la manière dont on dit aux jeunes, il y a des opportunités pour vous qui existent, et cette connaissance, en fait, on bute souvent sur cette information, cette connaissance des opportunités. Et donc, toutes les tentatives qui amènent à leur montrer les possibilités, il y a des emplois à tel endroit, j'y aurais pas pensé, telle filière recrute. C'est l'intérêt du guide du routard. D'ailleurs, vous allez au niveau de détail par département, comme un guide du routard d'ailleurs, qui permet de cartographier les besoins. La suite, vous, en tant que à la tête de cette structure Aftral, dans un secteur en difficulté en termes de recrutement, c'est quoi? On maintient les alternances, parce qu'on a parlé des entreprises et des jeunes, mais il y a aussi au milieu les CFA, les écoles, les groupes scolaires qui travaillaient sur l'alternance et qui faisaient vivre aussi des salariés. Comment vous situez, votre engagement sur l'alternance, vous, en tant qu'organisme de formation? Alors aujourd'hui, et c'est une demande des entreprises aujourd'hui, c'est plus de qualité. C'est-à-dire plus de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qualité du jeune? Qualité pédagogique. D'accord. Donc qualité d'accompagnement. Qualité d'accompagnement, vous savez que dans... Attendez, j'entends, donc vos collègues chefs d'entreprise disent, moi j'ai un jeune qui n'est pas assez bien formé. Qui doit être plus accompagné encore. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes, on parlait... ils ont plein de soucis personnels, de soucis sociaux. Donc, il faut aussi que les CFA, avec les entreprises, on aille aussi sur ces dimensions qui sont extra-pédagogiques, je dirais. Donc, pas que des hard skills, des soft skills. Des soft skills. La voiture qui tombe en panne le matin, je ne peux plus aller en cours, je ne peux plus aller à l'entreprise. Mais là, c'est pas une soft Qu'est-ce skill. que je fais? Là, c'est un mécano. Des choses, à un moment donné, c'est aussi de l'assistante sociale.
c'est j'ai un problème de logement, j'ai un problème de voiture, Exact. j'ai un problème pour boucler la fin du mois. Donc on va être aussi sur ces sujets-là pour essayer de leur trouver des solutions avec des partenariats, avec les entreprises. Enfin, Et les entreprises ouais. aussi, elles ont chacune mis en place un maître d'apprentissage Exact. qui va accompagner le jeune pendant tout son Parce que cursus. c'est le cas, mais avec l'idée vraiment qu'il soit à ses côtés pour l'accompagner. Voilà, qui soit encore plus proche du jeune. Avant de nous quitter, Thibaut de Saint-Paul, ce qui est intéressant dans ce qu'on entend, c'est que la dimension du jeune, elle ne s'arrête pas uniquement au fait qu'on lui signe un contrat d'alternance. On voit qu'il y a une dimension plus Exactement. holistique. Exactement, et c'est extrêmement important. Et la manière dont on va être en mesure de l'accompagner dans toutes les dimensions, je veux dire, y compris la santé mentale, les questions de logement, les questions de mobilité, c'est ce qui fait aussi la réussite de cette période vraiment stratégique. Et donc, c'est à la fois le travail avec des associations comme WALT, qui sont essentielles, qui justement vont accompagner ce jeune, et ce que j'évoquais tout à l'heure au travers du mentorat, c'est-à-dire que c'est vraiment donner à ces jeunes qui ont parfois pas le réseau, les relations, un bénévole, un adulte qui va le suivre pendant plusieurs mois, lui donner des conseils et parfois les codes qu'il n'avait pas. Au sens propre du mot tuteur, c'est-à-dire Complètement. le faire se tenir droit pour accéder et permettre aussi aux chefs d'entreprise de pouvoir transformer l'alternant, avant de nous quitter, en véritable emploi. Parce que le sujet, quand même, pour un chef d'entreprise, c'est qu'il investit sur ce jeune aussi. Ah oui, il passe du temps justement à l'accompagner. La période de formation en entreprise, c'est vraiment de la formation. C'est considéré comme une part entière de la formation. Et donc, par exemple, on parlait du tutorat qui a été soutenu par Walt et avec votre soutien également. C'est aussi des jeunes qui sont en formation, qui sont plus âgés, qui ont déjà 2 ou 3 ans de formation et qui accompagnent des nouveaux qui arrivent et pour leur donner les codes avec leurs mots à eux. Et on sait bien que quand un jeune parle à un jeune, c'est beaucoup plus efficace. Ouais, je crois qu'ils parlent le même langage. Thibaut de Saint-Paul, merci de nous avoir rendu visite, délégué interministériel à la jeunesse, donc évidemment au chevet, je dis bien au chevet parce que la situation des jeunes n'est pas éminemment simple dans ce contexte économique, avec ce guide du routard que vous portez, que vous avez accompagné, évidemment porté par Walt, guide du routard évidemment. Alors 75 000 lecteurs estimés, c'est important aussi que les parents, c'est pas que pour les jeunes, je précise. Exactement. Je le redis, c'est aussi les parents qui doivent aussi prendre ce guide et essayer de voir avec leur enfant ou leurs jeunes les secteurs, voilà. Et c'est important, c'est un guide destiné aux parents avec 25 000 exemplaires qui ont été distribués, notamment dans les salons et auprès de tous les partenaires. Les jeunes, en allant vers eux. Merci à vous deux, messieurs. Merci. Merci à vous. Et j'ai envie de dire, vive l'alternance. Merci et à très très bientôt. On tourne une page. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et j'accueille mon invité. C'est le livre de Smart Job, En équilibre. Bah, ça, c'est un superbe titre. Je l'accueille. Le livre de Smart Job, avez-vous trouvé le juste équilibre ? Peut-être pas, ou peut-être d'ailleurs. Penchez-vous sur ce livre En équilibre, écrit par Sandra Le Guyader-Fiodo, justement pour s'affranchir des injonctions et pour trouver son propre équilibre. Bah oui, l'équilibre, c'est propre à chacun. Et j'accueille Sandra Le Guyader-Fiodo. Ravi de vous accueillir, chère Sandra, fondatrice de Conscious Cultures, auteur chez Viber de ce livre. Et puis, vous êtes très occupée par ailleurs, et ça va m'amener à vous poser la question, à un podcast Les Équilibristes, 500 000 écoutes. Vous avez réussi à trouver le bon équilibre, vous, l'autrice ? Moi, il est tout le temps en redéfinition, mon équilibre. C'est un peu le sujet du livre. C'est un peu de dire, on est sans cesse en train de rééquilibrer. Moi, c'est mon propos, c'est de dire que l'équilibre, c'est une succession de déséquilibres rattrapés. Donc, c'est un peu comme les personnes qu'on voit dans les magazines de mode. On essaie de s'identifier. Non, il faut avoir sa propre ligne d'équilibre. Vous touchez du doigt à un sujet qui est fondamental dans ce sujet d'équilibre, qui est celui de la comparaison. J'en parle beaucoup en introduction parce qu'on est dans une ère de la comparaison. On est sans cesse bombardé d'images de la vie des autres, en tout cas de ce qu'ils veulent bien nous en dire. Et on passe notre temps, en tout cas c'est ce que j'ai entendu beaucoup chez mes clients, à se dire tiens, les autres ont compris quelque chose que je n'ai pas compris et donc je suis en échec. Et c'était un peu un des points de départ du livre. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est s'affranchir des injonctions, c'est-à-dire du rôle modèle un peu mensonger, d'ailleurs, parce qu'on est chacun en train d'enjoliver nos vies. Et en même temps, c'est quand même, malgré tout, trouver son équilibre intérieur. À quel moment on a le sentiment où on peut se dire, tiens, là, j'ai trouvé le bon équilibre ?
Alors, vous parlez de sentiments, et je crois que c'est une bonne question. C'est pas une image, l'équilibre, c'est comment je me sens à Bah l'instant oui. T. C'est toujours incertain, l'équilibre. On est toujours sur un fil. Donc, c'est pouvoir se poser des bonnes questions. C'est ce à quoi sert le livre. J'ai voulu aller au-delà de cette question de je veux préserver mon équilibre de vie. Je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens, cette question, parce que si je vous pose la question aujourd'hui et dans 10 jours, ce ne sera pas la même définition et la mienne sera différente. Donc, qu'est-ce qu'on a comme besoin derrière le besoin d'équilibre? C'est ce que je me suis attachée à explorer dans le livre, en proposant à la fois des prises de hauteur, mais aussi des questions très, très concrètes. J'ai identifié 4 grands besoins qu'on trouve derrière le besoin d'équilibre. Celui de se sentir aligné, en cohérence. Celui de pouvoir adapter la place du travail au moment de vie qu'on est en train de vivre, trouver la juste place du travail. Celui de se sentir bien malgré les moments de déséquilibre. J'avais beaucoup de clients qui me disaient j'aimerais bien me sentir bien même quand c'est pas comme ça devrait être. Et puis celui d'être mieux en relation avec les autres, parce que on a beaucoup fait du sujet de l'équilibre, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, un sujet d'organisation personnelle, d'optimisation de temps, de gestion du temps, donc quelque chose de fondamentalement individuel alors qu'il est fondamentalement collectif. Juste ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, Sandra, et à travers votre livre, on se dit finalement, le bon équilibre, c'est aussi lorsqu'on a la liberté et qu'on peut l'avoir. Et ce que vous évoquez dans le point 2 des 4 piliers, on se dit que quand on est salarié, c'est pas forcément simple et qu'il y a des secteurs ou des formes juridiques plus appropriées à trouver l'équilibre. Oui. J'ai le sentiment. Alors, il y a des métiers qui sont foncièrement déséquilibrés. Je travaille beaucoup avec des médecins, avec des avocats. Les infirmiers, les médecins. Exactement. Ils prêtent serment pour être en déséquilibre en réalité. Mais d'où la question aussi de se poser des limites. Et de vous parliez, je reviens à votre question tout à l'heure sur le sentiment et la sensation. Je parle beaucoup du corps dans le livre aussi, parce que le corps est un sacré baromètre, guide pour nous dire bah là ça va pas et là ça va. Donc pour vous, et c'est aussi une thèse du livre, c'est la limite, c'est le corps. C'est quand le corps commence à crier au secours. Ah bah avant, on peut l'espérer, on peut écouter les choses avant et puis se poser des questions. Il y a un exercice que je propose dans le livre qui est un exercice très simple et très ludique et qu'on peut faire à plusieurs, qui s'appelle la roue de la vie, que j'adore proposer parce que les gens accrochent. Il est ludique, il est drôle et il permet de se dire, au-delà du pro et du perso, qui est une manière de voir les choses, hein, qu'est-ce qu'on met dans le pro, qu'est-ce qu'on met dans le perso, cet exercice permet de se dire, il y a plein de domaines dans notre vie, quelle est l'attention que j'ai envie d'accorder à chacun à quel moment et comment je me sens dans ce domaine-là. Et donc ça, au-delà du corps, c'est une bonne façon aussi de se poser des questions qui amènent des réponses qui nous permettent de faire bouger les choses. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai qu'on adresse souvent le sujet d'équilibre entre vie pro, vie perso. En tout cas, on l'adresse beaucoup sur ce plateau, mais le vrai danger, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout se chevauche. En fait. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone sur mon canapé, sur un temps de loisir, mais en fait, je suis en train de répondre à quelqu'un. Sur mon espace professionnel, en même temps, je suis impacté par ma vie personnelle. C'est compliqué, en fait, de bien segmenter, c'est quasiment même impossible. Oui, et cette question de la segmentation, elle est intéressante parce que les études nous disent une chose et son contraire sur l'intérêt de segmenter. par contre, ce qu'on sait, c'est que, ce que ça montre en tout cas, c'est que l'équilibre, c'est pas une question de gestion du temps. Derrière la question de l'équilibre, il y a une question de gestion de l'attention. Où est-ce que je suis quand je suis en train de faire quelque chose? Est-ce que je suis dans mon présent, en fait? Exactement. C'est-à-dire être concentré à faire ce que l'on fait, comme là, nous sommes concentrés à échanger. Voilà. Et ne pas être en même temps en train de regarder mon téléphone tout en vous parlant. Ce en même temps, c'est la maladie du siècle. On croit qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, on ne peut pas le faire. Et c'est même pas une question de genre, comme on a tendance à le dire. Le fameux en même temps, vous vous rappelez? Le fameux en même temps. Oui, ça fait quelques années qu'il dure, c'est en même temps. Merci Sandra Le Guyader-Filleudot. En équilibre, s'affranchir des injonctions pour trouver son propre équilibre, vie pro, vie perso, et d'ailleurs au-delà même, parce que ça va au-delà de ce simple segment vie pro, vie perso. Édition Vuibert, c'est son livre. Elle est coach. Et écoutez son podcast Les Équilibristes, qui vient bien sûr faire écho à ce livre en équilibre. Merci à vous, chère Sandra, merci à vous, chers téléspectateurs fidèles, pour vos messages. Merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, bien entendu, Angèle à la réalisation, et je n'oublie pas évidemment Paul, au son aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.